Mon frère a mis ma femme enceinte, alors j'ai effacé toute ma famille de ma vie. Pas de dispute, pas d'explication finale, juste un silence si lourd qu'il les a détruits. Je suis biochimiste. Je travaille avec des expériences contrôlées, des réactions prévisibles, des résultats mesurables. On pourrait croire que cela vous prépare à tout. Ce n'est pas le cas. Je suis rentré du travail un mardi. Une journée normale. La circulation était fluide sur le périphérique. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence. J'ai réfléchi à ce que j'allais préparer pour le dîner. Tout était agressivement, banalement normal. Manon était assise à la table de la cuisine quand je suis entré. Elle ne cuisinait pas, n'était pas sur son téléphone, juste assise là, les mains croisées, à fixer le vide. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Elle avait déjà passé cette étape. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai posé mon sac, je suis resté debout, j'ai attendu. Je suis enceinte. J'ai senti mon cerveau essayer de faire le calcul. Nous avions été prudents. On n'essayait pas d'avoir un enfant, mais d'accord. Ces choses arrivent. J'ai ouvert la bouche pour demander de combien de temps, ce qu'elle voulait faire, les questions normales qu'on pose à sa femme. Elle m'a coupé la parole. C'est celui de Théo. Le truc avec le choc, c'est qu'il est silencieux. Les films se trompent. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de ralenti, juste cette pause bizarre où votre cerveau essaie de classer une information pour laquelle il n'a pas de dossier. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Ça fait quelques mois. Je le garde. Et avant que tu ne demandes, oui, tes parents sont au courant. On a fait une réunion hier. Elle a dit ça comme si elle récitait une liste de courses. Clinique, répétée. J'ai trouvé mes mots. Qui était à cette réunion? Moi, Théo. Ta mère et ton père. Pas moi. Non, pas toi. J'ai marché jusqu'au salon, pris mon téléphone, appelé ma mère. Manon me suivait, hésitant dans l'encadrement de la porte comme si elle ne savait pas si elle devait rester ou courir. Maman a répondu à la deuxième sonnerie. Chérie, je pensais justement à toi. Comment s'est passé le travail? Je sais, ai-je dit. Le silence s'est étiré. Puis sa voix a changé. Prudente. Mesurée. Le ton qu'on utilise quand on marche sur un champ de mine. D'accord. D'accord. Écoute, nous devons en parler en famille. Ces choses arrivent. C'est compliqué, mais la famille c'est la famille. On ne peut pas laisser ça détruire tout le monde. J'ai entendu mon père en arrière-plan. Dis-lui qu'on va tous s'asseoir et arranger ça. Tu as entendu, a demandé maman. On va trouver une solution ensemble. Ensemble, ai-je répété. Vous quatre avez déjà trouvé la solution sans moi. Ce n'est pas. On essayait de. Elle bafouillait maintenant. On doit penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. Tout le monde. J'ai entendu ce qu'elle n'a pas dit. Tout le monde sauf moi. J'ai raccroché. Manon me fixait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. 6 ans de mariage. Je pensais connaître cette personne. Je pensais connaître mon frère. Je pensais connaître mes parents. Il s'avère qu'on peut vivre toute sa vie entouré d'étrangers. Rien, ai-je dit. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre. J'ai sorti mon vieux sac de sport du placard. J'ai commencé à faire mes bagages. Vêtements. Ordinateur portable. Chargeur. Documents du classeur. Brosse à dents. Passeport. Méthodique. Calme. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix montait maintenant. La panique s'installait. On doit parler de ça. Tu ne peux pas juste. J'ai fermé le sac, je suis repassé devant elle. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, dis quelque chose. Crie sur moi. Dis-moi que je suis une personne horrible. Dis juste quelque chose. J'ai regardé sa main agrippée à ma manche, puis son visage. Elle voulait une réaction. Ils le voulaient tous. Ils me voulaient en colère, ou brisé, ou prêt à négocier.
Ils voulaient que je me batte pour un siège à une table où ils avaient déjà décidé que je n'avais pas ma place. J'ai dégagé mon bras, pris mes clés. Attends, a-t-elle dit. Où vas-tu? Je n'ai pas répondu, j'ai franchi la porte, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. En reculant dans l'allée, je l'ai vu sur le pas de la porte, le téléphone déjà à l'oreille, appelant quelqu'un. Probablement ma mère, probablement Théo, probablement eux tous. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne le bout de la rue. Maman. Refusé. Papa. Refusé. Théo. Refusé. Manon encore. Refusé. Ils appelaient à tour de rôle, encore et encore. L'écran s'allumait comme une machine à sous. Leur nom défilait. Désespéré, confus, commençant à réaliser que je n'allais pas répondre. J'ai conduit pendant 20 minutes, le téléphone vibrant constamment dans le porte-gobelet comme quelque chose de vivant et frénétique. Je me suis finalement garé sur le parking d'une station-service. Je suis resté là, moteur tournant, fixant l'écran. 15 appels manqués, 8 messages vocaux, des SMS s'empilant plus vite que je ne pouvais les lire. S'il te plaît, rappelle-moi. On doit parler de ça. Ne fais rien d'irréfléchi. Tu es bouleversé. Je comprends, mais nous sommes une famille. Famille. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. La sonnerie continuait, mais mes mains étaient stables. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai commencé par le contact de ma mère. J'ai maintenu mon pouce sur son nom jusqu'à ce que le menu apparaisse. Bloquer le contact. Confirmer. Puis mon père. Bloqué. Théo. Bloqué. Manon. Bloqué. J'ai passé en revue toute ma liste de contacts. Tante, oncle, cousin, amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Quiconque prendrait leur parti ou essaierait de faire médiation. Quiconque leur dirait où j'étais. Bloqué. 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 Mon pouce bougeait en pilote automatique. Le téléphone a cessé de sonner. Le silence fut immédiat et absolu. Puis j'ai appelé mon opérateur. J'ai attendu à travers le menu automatisé. J'ai eu un humain. J'ai besoin de changer de numéro ce soir. Puis-je demander pourquoi, monsieur? Non. Pause. D'accord, je peux traiter ça pour vous. Le nouveau numéro sera actif dans 2 heures. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, j'ai conduit jusqu'à un appart-hôtel de l'autre côté de Paris. J'ai payé en liquide pour une semaine. Le réceptionniste n'a pas posé de questions. Chambre 234. Art générique au mur. Lit avec trop d'oreillers. Je me suis assis sur le bord et j'ai fixé mon téléphone. 2h17 avant que le nouveau numéro ne soit activé, avant que je ne devienne injoignable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, j'ai fait des listes. Jour 2, j'ai appelé mon bureau, parlé à mon superviseur. J'ai besoin de prendre un congé personnel. J'ai 3 semaines de congés accumulés. Est-ce que tout va bien? Situation familiale. Je reviendrai. Prends ce dont tu as besoin. J'ai conduit jusqu'à ma banque, je suis allé voir un conseiller, pas un guichetier, j'ai expliqué que j'avais besoin d'ouvrir un nouveau compte individuel et de transférer les fonds de mon compte joint. Elle a demandé si mon épouse était au courant. Nous nous séparons. Je prends exactement la moitié. C'est légal. Elle a hoché la tête. A imprimé les formulaires. J'ai signé. À midi, mon salaire était redirigé et la moitié de notre épargne commune reposait sur un compte auquel moi seul pouvais accéder. Propre, mathématiquement équitable, inattaquable. La compagnie d'assurance ensuite. J'ai retiré Manon de ma mutuelle, de l'assurance auto, de tout. Le représentant a demandé si je voulais attendre que le divorce soit prononcé. Non, retirez-la aujourd'hui. Puis je me suis assis dans ma voiture et j'ai sorti les actes de propriété sur mon téléphone. La maison, je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. Refinancée après le mariage, mais je n'avais jamais ajouté son nom à l'acte notarié. J'avais l'intention de le faire, je n'avais jamais pris le temps. Quelle chance! J'ai cherché des avocats spécialisés en divorce,
lu les avis, choisi le cabinet le plus cher de la ville, le genre qui gère les cadres dirigeants et ne pose pas de questions stupides. Le bureau de l'avocate avait des bails vitrés du sol au plafond et des meubles qui coûtaient plus cher que ma voiture. L'avocate, la cinquantaine, tailleur strict, regard encore plus strict, a écouté mon histoire sans m'interrompre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-elle demandé quand j'ai fini. « Un divorce propre. » Elle n'obtient rien sauf ce qui est légalement requis, c'est-à-dire rien. La maison est à moi. Pas de prestations compensatoires, pas de communication. Tout passe par vous. Et votre frère? Vos parents? Non pertinent pour le divorce. Elle a pris des notes. Ce sera coûteux. Ça m'est égal. La plupart des gens veulent une explication, une conversation, quelque chose. Pas moi. Elle m'a étudié, puis a hoché la tête. Je peux travailler avec ça. Donnez-moi 48 heures. Jour 4. Je classais des dossiers dans ma chambre d'hôtel quand mon téléphone a vibré. Nouveau numéro. Seules 3 personnes l'avaient. Mon patron, mon avocate et la réception de l'hôtel. C'était l'avocate. Les papiers sont déposés. L'huissier les a livrés il y a 1 heure. Requêtant divorce et sommation de quitter les lieux sous 30 jours. La maison est légalement à vous. Elle a 1 mois pour partir. Bien. Elle va vouloir vous parler. Non. Votre famille va essayer de me contacter. Renvoyez-les aux documents. N'engagez pas la conversation. Compris. Pause. Vous êtes très calme à ce sujet. J'ai pris ma décision. Maintenant je l'exécute. Elle a failli rire. La plupart des clients s'effondrent. Vous êtes efficace. Merci. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Supprimer Facebook. Pas désactiver. Supprimer. Demander la suppression complète du compte. Instagram, même chose. LinkedIn, disparu. Twitter, je ne l'utilisais jamais mais supprimé quand même. Mon email personnel, celui connecté à la famille, aux vieux amis, à tout le monde de ma vie d'avant. J'ai changé le mot de passe pour des caractères aléatoires que je n'ai pas pris la peine de mémoriser. Puis j'ai supprimé les options de récupération. Je me suis verrouillé dehors définitivement. J'ai créé un nouvel email, format de nom différent, professionnel, anonyme. 3 heures de travail, une identité numérique entière effacée. Semaine 2, la réceptionniste de mon bureau a appelé mon portable. Votre femme est passée. Elle pleurait. Elle demandait où vous étiez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien, mais elle est insistante. Si quelqu'un de ma famille contacte le bureau, donnez-leur le numéro de mon avocate. Ne leur dites rien d'autre. C'est noté. 1 heure plus tard, mon avocate a appelé. Votre femme est venue à mon bureau. Votre frère aussi, séparément. Les 2 veulent vous parler. Non. Vos parents ont envoyé une lettre formelle demandant une médiation. La procédure de divorce est lancée. Pas de médiation. Votre frère a envoyé une lettre de 7 pages. Personnelle, manuscrite. Voulez-vous que je vous la transmette? J'y ai réfléchi exactement 3 secondes. Détruisez-la. Silence à l'autre bout. Alors vous êtes sérieux? Totalement. D'accord. Elle semblait presque impressionnée. Je m'en occupe. Cet après-midi-là, j'ai trouvé un appartement. Une autre ville, Toulouse. Assez loin pour que ça compte. Assez proche pour un transfert au sein de mon entreprise. J'ai postulé en ligne. Le dossier de location est passé sans problème. J'ai signé un bail à distance. 2 semaines et j'avais tout démantelé. Nouveau numéro, nouveau compte, nouvelle ville, nouvelle vie en attente et prête. J'ai chargé ma voiture un dimanche matin. Tout ce que je possédais rentrait facilement. Il s'avère qu'on n'a pas besoin de grand-chose quand on recommence à zéro. J'ai quitté la ville à l'aube. Autoroute vide, radio éteinte, juste le bruit du moteur et mes pensées. 3 heures plus tard, j'ai passé un panneau publicitaire. Un lieu de réception montrant une famille multigénérationnelle riant autour d'une table. Grand sourire.
Créer des souvenirs ensemble en lettres cursives. J'ai vérifié la date sur mon tableau de bord. 15 novembre. Noël était dans 5 semaines. Il serait déjà en train de planifier la dinde, le plan de table. Probablement en train d'essayer de comprendre comment gérer ma présence. Ce qu'ils diraient, comment ils expliqueraient. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai continué à conduire. Il finirait bien par comprendre. Toulouse est une ville de briques roses, chaude et différente de chez moi. C'est exactement pour ça que je l'ai choisie. J'ai été transféré au sein de ma compagnie, une branche différente, même titre. Mon nouveau superviseur a demandé pourquoi j'avais déménagé. J'ai dit le nouveau départ et il n'a pas insisté. Les gens ne le font généralement pas, ils sentent les murs et restent de leur côté. J'ai trouvé une salle de sport. J'ai trouvé un café qui faisait un expresso correct. J'ai trouvé une psychologue. La psy, c'était mon idée. Pas parce que je m'effondrais. Ce n'était pas le cas. Mais je voulais garder une longueur d'avance. Traiter ça proprement. M'assurer que je ne faisais pas que fuir. Vous semblez très organisé à ce sujet, a-t-elle dit lors de notre première séance. Je suis scientifique. L'organisation, c'est mon métier. Même avec le traumatisme, surtout avec le traumatisme. Elle a demandé si je me sentais en colère. Je lui ai dit que je me sentais lucide. Elle a pris des notes. Nous avons continué à nous voir. Mon avocate appelait tous les mercredis. Appel de mise à jour, disait-elle. Requis pour la documentation. Semaine 3. Votre femme a engagé un avocat. Elle veut discuter des termes du règlement. Les papiers sont clairs. Il n'y a rien à régler. Elle demande si vous allez reconsidérer. Lui parler une fois. Non. Semaine 5. Vos parents ont engagé un avocat. Ils ont envoyé une demande formelle de médiation familiale. Le divorce suit son cours. Rien d'autre. Votre frère a envoyé une autre lettre. Plus longue cette fois. Au destructeur. Semaine 6. Ils appellent mon bureau tous les jours. Votre mère est insistante. Facturez-moi pour le temps. Continuez à documenter. Les appels sont devenus une routine. Mercredi après-midi, 10 minutes. Mise à jour clinique sur des gens que je connaissais autrefois. J'écoutais comme on écoute la météo pour une ville qu'on ne visitera jamais. Décembre est arrivé. La psy a posé des questions sur les fêtes. Noël est la semaine prochaine. Avez-vous des projets? Bénévolat au Resto du Cœur, puis plat à emporter et match de rugby. Votre famille vous attendra. Ils peuvent attendre ce qu'ils veulent. Est-ce que cela vous dérange? Non. Elle a attendu. Je n'ai pas élaboré. Elle a noté quelque chose. Le matin de Noël, je me suis présenté au centre communautaire à 6 heures. J'ai servi de la nourriture jusqu'à 14 heures. Les gens là-bas étaient reconnaissants, authentiques, pas de comédie, pas d'agenda caché, juste la faim et la gratitude. J'ai pris du chinois à emporter sur le chemin du retour, regardé le stade toulousain perdre, je me suis endormi sur le canapé, calme, paisible, exactement ce que je voulais. Je n'ai entendu parler de leur Noël que 3 mois plus tard. J'étais dans un café quand quelqu'un a prononcé mon nom. Il m'a fallu une seconde pour le remettre. Antoine, un ami de fac. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Putain de merde, a-t-il dit. J'essaie de te trouver depuis des mois. J'ai fait un geste vers la chaise vide. Il s'est assis. Tu as juste disparu. Complètement. Ta famille n'a aucune idée d'où tu es. Je sais, mec. Ta mère devient folle. J'ai bu mon café, je n'ai rien dit. Antoine a continué. Je les ai vus à Noël. C'était brutal, mec. Ta mère continuait de mettre un couvert pour toi. Ton père a bu une demi-bouteille de whisky. Personne ne savait quoi dire. D'accord. Il m'a fixé. C'est tout? D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Quelque chose. C'est ta famille. Ta mère appelait ton ancien numéro toutes les heures. Il est coupé.
Je sais. Bordel de merde. Il a passé sa main dans ses cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent que tu es juste parti. Sans explication. Rien. C'est exact. Pourquoi? J'ai réfléchi à ce que je devais lui dire. J'ai décidé de dire la vérité. Ma femme est tombée enceinte. C'est l'enfant de mon frère. Mes parents le savaient avant moi. Ils ont tous décidé ensemble comment me gérer. Alors, je suis parti. Son visage est passé par plusieurs expressions. Putain. C'est. Putain. Ouais. Mais tu as juste disparu. Tu n'as même pas essayé d'arranger les choses. Qui avait-il à arranger? Ils ont fait leur choix. Quand même, la famille c'est la famille. Je l'ai regardé. Vraiment? Il s'est agité, mal à l'aise. Donc, tu as juste fini pour toujours? Oui. Tu ne penses pas que c'est extrême? Non. Nous sommes restés assis en silence. Il luttait avec quelque chose. Finalement, ton frère a perdu son boulot. Quelque chose à propos de la situation qui s'est ébruitée. Les gens parlent, tu sais. Tant mieux pour les gens. Est-ce que ça ne te fait rien? Pourquoi ça me ferait quelque chose? Il s'est reculé, m'a étudié comme si j'étais quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Tu es différent. Je vais mieux. Tu t'en fiches même de ce qui leur arrive. Je ne pense pas assez à eux pour m'en soucier. Il s'est levé, m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête qui avait poussé. C'est froid, mec. Même pour ce qu'ils ont fait. Si tu le dis. Tu reviens un jour? Non. La finalité de la chose a semblé le frapper à ce moment-là. Son expression est passée de confuse à autre chose. Perturbé peut-être, comme s'il venait de réaliser qu'il parlait à quelqu'un capable de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est quand même ta famille, a-t-il dit doucement. Ça l'était. Je me suis levé, j'ai jeté mon gobelet. Content de t'avoir vu, Antoine. Je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Antoine. J'ai eu ton numéro sur ton LinkedIn à ta nouvelle boîte. Je n'aurais pas dû insister, mais mec, il s'effondre. Ta mère ne dort plus. Ton père a l'air d'avoir pris 10 ans. Tu ne ressens rien. J'ai fixé le message, pensé à le bloquer. Au lieu de cela, j'ai répondu, je me sens bien. C'est ça le but. Je l'ai bloqué quand même. Mon avocate a appelé le mercredi suivant. L'ex-femme de votre frère a eu le bébé, une fille. Légalement, je suis tenu de vous notifier puisque vous étiez mariés pendant la conception. Je ne suis pas sur le certificat de naissance. Correct. Votre frère est listé comme père. Alors ce n'est pas pertinent pour moi. Elle a inclus une photo. J'ai fait une pause. Je n'ai rien ressenti. Au destructeur. Long silence. Puis, d'accord. Autre chose? Votre père a eu une alerte de santé. Mineure. Liée au cœur. Votre mère a trouvé l'adresse de mon cabinet je ne sais comment. Elle a envoyé une lettre. Est-il mort? Non. Alors ça ne me concerne pas. Une autre pause. Vous êtes conscient que cela vous fait paraître froid? Oui. Je ne suis pas froid. J'ai juste fini. Elle a soupiré. Noté dans le dossier. J'ai raccroché, je suis retourné au travail. Ce soir-là en thérapie, j'ai parlé d'Antoine à ma psy. Il a dit que j'étais extrême. Que la famille c'est la famille. Qu'en pensez-vous? Je pense que la famille est un choix. Ils ont choisi. Moi aussi. Avez-vous des regrets? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Seulement de ne pas avoir vu qui ils étaient plus tôt. Elle a hoché la tête. A fermé son carnet. Je pense qu'on peut passer à des séances mensuelles. Vous traitez cela de manière saine. Vous ne fuyez rien. Vous courez vers quelque chose de mieux. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger. À travers 3 départements,
ma mère composait un numéro déconnecté pour la 100e fois. Je ne le savais pas alors. Ça n'aurait rien changé si je l'avais su. 6 mois plus tard. Mon avocate a appelé un jeudi au lieu du mercredi. Le divorce est finalisé. Votre ex-femme a quitté la propriété. La maison a été vendue la semaine dernière. Signature à distance comme vous l'avez demandé. Votre part est en cours de virement sur votre compte. Bien. Elle a emménagé avec votre frère chez vos parents. J'étais à mon bureau au travail. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder par la fenêtre. D'accord, c'est tout ce que vous vouliez dire? Quoi d'autre y a-t-il? Elle a expiré. Rien. Je suppose que je vais envoyer les papiers finaux. J'ai raccroché et je suis retourné à mon séquençage de protéines. Les échantillons se fichaient de ma vie personnelle. J'aime ça dans la science. Décembre est arrivé vite. Le labo a fait une fête de fin d'année. Volontaire, décontracté. J'y suis allé, j'ai bu 2 bières, parlé à une femme du département d'immunologie de ses recherches. Elle était intelligente, facile à vivre. On a échangé nos numéros. Semaine de Noël. Un groupe d'entre nous qui n'avait pas de famille à proximité a fait un Noël des orphelins dans l'appartement de quelqu'un. Auberge espagnole, mauvais film, pas de pression, pas de spectacle. J'ai apporté une tarte du supermarché. Tout le monde s'en fichait que ce ne soit pas fait maison. On a joué aux cartes jusqu'à minuit. Je suis rentré chez moi assez éméché pour me sentir bien, assez sobre pour être en sécurité. J'ai dormi jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Janvier, mon avocate a appelé. Retour au mercredi. Votre ex-femme a eu le bébé. Une fille. Je suis légalement tenu de vous notifier car vous étiez marié au moment de la conception. J'étais à la salle de sport. Je suis descendu du tapis de course. Je ne suis pas sur l'acte de naissance. Correct. Votre frère est listé comme père. Alors ce n'est pas mon problème. Elle a envoyé une photo et une lettre. Voulez-vous que je les transmette? Non. Détruisez les deux. Vous êtes certain? Complètement. Pause. Très bien. C'est noté. Je suis remonté sur le tapis de course, j'ai fini mes 8 kilomètres. Le bébé existait quelque part dans le monde. Tant mieux pour elle. J'espérais qu'elle aurait une meilleure famille que moi. Je n'ai plus pensé à elle. Février, Antoine a envoyé un email. J'avais oublié que je n'avais pas bloqué son email. Et mec, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais je pensais que tu devrais savoir. Tes parents n'ont pas l'air bien. Ta mère est sous médicaments. Ton père a eu un autre truc cardiaque. Pas majeur, mais quand même. Ils ont vieilli de 10 ans en 6 mois. Aussi, ton frère et Manon se battent constamment. Le bébé pleure tout le temps. C'est le bordel là-bas. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Il était assez distant pour être sûr. Assez proche pour me tenir informé sans rien exiger de moi. Mars. J'ai rencontré Élise, archiviste de musée. Elle est venue à une conférence publique à l'université sur la préservation biochimique des documents historiques. On a pris un café après. Elle était calme, réfléchie, ne parlait ni trop peu. 3e rendez-vous, elle a demandé pourquoi j'avais déménagé à Toulouse. Je lui ai tout dit. La liaison, la grossesse, la réunion de famille sans moi, le vote, la sortie. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, « Penses-tu que vous vous réconcilierez un jour ?» Non. Est-ce que tu les hais? Non, je n'ai juste plus de place pour eux. Elle a hoché la tête. N'a pas essayé de réparer ou de questionner. Elle a juste compris. Nous avons continué à nous voir. Avril, j'ai été promu. Biochimiste senior. Meilleur salaire, meilleur projet. Mon superviseur a dit que j'avais impressionné tout le monde avec ma concentration. J'ai célébré en emmenant Élise dans un bon restaurant. Elle a rencontré certains de mes collègues. Ils l'ont apprécié. J'ai réalisé que je construisais quelque chose de réel ici, quelque chose de stable.
La thérapie est devenue des bilans mensuels. J'allais bien, je dormais bien, pas de pensées intrusives, pas de colère, juste un élan vers l'avant. Vous avez traité cela d'une manière remarquablement saine, a dit ma psy. La plupart des gens dans votre situation lutteraient encore. La plupart des gens seraient probablement retournés. Oui, c'est généralement ce qu'ils font. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, a-t-elle convenu. Vous ne l'êtes pas. Mais. Antoine a envoyé un autre email. Ton père a fait une crise cardiaque. Une vraie cette fois. Il est stable, mais c'était mauvais. Ta mère est une épave. Elle dit à tout le monde qu'elle veut juste entendre ta voix une fois. Juste une fois. Je sais que tu t'en fiches, mais je te le dis quand même. Je l'ai lu 2 fois, je n'ai rien ressenti. J'ai pensé à répondre, décider contre. Mon père a fait son choix. Maintenant il vivait avec les conséquences. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste la cause et l'effet. Juillet. 1 an depuis que j'étais parti, j'étais assis dans mon appartement avec un café, pensant à l'anniversaire. Il y a 1 an, j'ai découvert que toute ma famille m'avait jugé sacrifiable. Maintenant j'avais une petite amie avec qui c'était sérieux, une promotion, des amis qui ne connaissaient pas l'ancien moi, une vie que j'avais construite de zéro. L'échange en valait la peine. Élise est passée ce soir-là. Je lui ai dit quel jour on était. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Bien. Vraiment bien. Pas de regrets, seulement de ne pas les avoir vus clairement plus tôt. Elle m'a embrassé. Tu es assez incroyable. Tu sais ça? Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je l'ai juste serré contre moi. Août, l'email d'Antoine était plus long. Mec, je ne sais même pas pourquoi je te dis ça, mais ton frère et Manon ont rompu. Il vit seul maintenant. A perdu son boulot. Une histoire de plainte éthique. Il boit beaucoup. Tes parents essaient de maintenir tout le monde ensemble, mais ils s'effondrent eux-mêmes. Ta mère est obsédée par l'idée de te retrouver. Elle a engagé quelqu'un pour essayer de te localiser. Toute cette histoire les a détruits. Tous. J'imagine que c'était le but, hein. J'ai fixé cette dernière ligne pendant un long moment. Ce n'était pas le but. Le but était la survie, l'autopréservation, mais je pouvais voir comment cela paraissait de l'extérieur. Je n'ai pas répondu. Mon avocate a appelé 3 jours plus tard, mercredi, pile à l'heure. Nous avons une situation. Votre mère a engagé un détective privé pour vous localiser. J'ai bloqué ça par les voies légales, mais ils deviennent désespérés. Je me suis levé de mon bureau. Marché vers la fenêtre. Désespérés comment? Niveau assignation à comparaître. Ils essaient d'argumenter qu'ils ont besoin de votre localisation pour des questions de succession. Ça ne marchera pas, mais ils essaient. Que recommandez-vous? Mise en demeure pour harcèlement. S'ils continuent, on documente tout. On rend légalement impossible pour eux de vous trouver. Faites-le. Vous êtes sûr? Cela rendra la réconciliation. Il n'y aura jamais de réconciliation. Faites-le. Longue pause. D'accord, je prépare les papiers. J'ai raccroché, regardez la ville. Brique rose. Rien à voir avec chez moi. Parfait. Mon téléphone a vibré. SMS d'Élise. Dîner ce soir. Envie de parler de quelque chose? J'ai souri. Répondu, bien sûr. Chez toi ou chez moi? Chez moi. 19h. Je suis retourné au travail. Peu importe ce dont elle voulait parler, ce serait réel, honnête, pas une manipulation ou une supplique désespérée. Ce soir-là, autour des pâtes qu'elle avait faites maison, Élise a dit, « Je crois qu'ils savent dans quelle ville tu es. » Je me suis arrêté, fourchette en l'air. Quoi? Antoine a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux disant qu'il avait vu un vieil ami vers Toulouse. Quelqu'un a commenté en demandant si c'était toi. J'ai posé ma fourchette. Comment tu sais? J'ai cherché ton ancien nom. Curiosité. Je suis désolé. C'est bon. J'y ai réfléchi. Ils connaissent la ville, pas l'adresse, pas mon nouveau numéro. Ils ne peuvent pas me trouver, mais ils essaient. Laisse-les essayer.
Elle a étudié mon visage. Ça ne te fait pas peur? Non, ils peuvent chercher tant qu'ils veulent. Je suis un fantôme pour eux. Elle a tendu la main à travers la table, a pris la mienne. Bien, a-t-elle dit. Parce que je ne te partage pas avec des gens qui t'ont jeté. J'ai serré sa main, réalisé que quelque chose avait changé en moi. Je ne faisais plus que survivre. J'étais heureux. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai regardé, envoyé vers la messagerie. Élise m'observait. Ça va? Ouais, ai-je dit. Vraiment. Le téléphone a sonné à nouveau. Même numéro inconnu. Je l'ai éteint complètement. Peu importe ce qu'il voulait, il pouvait le vouloir tout seul. 2 ans plus tard, j'ai été promu à nouveau. Responsable de recherche senior, ma propre équipe, meilleur salaire, le genre de poste pour lequel les gens travaillent des décennies. J'ai emmené Élise dîner pour célébrer. Elle avait été patiente avec mes longues heures pendant le projet. Patiente avec tout, vraiment. Je suis fier de toi, a-t-elle dit en levant son verre. Je n'aurais pas pu le faire sans toi pour me garder sain d'esprit. Tu étais déjà sain d'esprit. J'ai juste veillé à ce que tu le restes. On a trinqué. Je l'ai regardée à travers la table. Cette femme qui savait tout de moi et a choisi de rester quand même, et j'ai réalisé que je voulais la garder. Pas de la manière désespérée dont je m'étais accroché à mon ancienne vie. De la manière certaine dont on s'accroche à quelque chose de réel. Les emails d'Antoine ont continué à arriver tous les quelques mois. Je ne répondais jamais, mais je les lisais. Ton frère est une épave. A perdu un autre boulot. Il travaille à temps partiel dans une salle de sport maintenant. Boit la plupart des soirs. Voit à peine la gamine. Manon galère. Mère célibataire, vit essentiellement chez tes parents encore. Ils aident avec le bébé, mais tout le monde est misérable. Elle dit aux gens que son ex-mari les a abandonnés. Certains la croient. La plupart non. Tes parents ressemblent à des fantômes. Ton père prend 3 médicaments maintenant. Ta mère, mec, elle est obsédée. Parle encore de toi comme si tu allais revenir. Les gens à leur église savent ce qui s'est passé. Ils sont polis mais distants. Des parias sociaux en gros. Je lisais ces mises à jour comme des bulletins météo. Distants, factuels, pas mon problème. La famille qui m'avait évincé se dévorait elle-même. Je ne ressentais rien à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste la confirmation que j'avais fait le bon choix. Septembre, une invitation est arrivée au bureau de mon avocate. Ils avaient trouvé cette adresse je ne sais comment. Mon cousin Lucas, qui a toujours été correct, se mariait. Invitation formelle, plus un inclus. Mon avocate a appelé. Voulez-vous ça? Envoyez une carte cadeau. Pas d'adresse de retour. Je ne viendrai pas. Votre mère sera là. Je sais. Elle espère probablement que je me montrerai. Je sais ça aussi. Envoyez la carte cadeau. Rien d'autre. L'email d'Antoine après le mariage était plus long que d'habitude. Ta mère a attendu à l'entrée pendant toute la cérémonie. A regardé chaque personne qui entrait. Ton père vérifiait son téléphone sans arrêt. Quand ils ont réalisé que tu ne venais pas, ta mère est allée aux toilettes et n'est pas sortie pendant 20 minutes. Ton frère s'est pointé ivre, a fait une scène pendant la réception, a commencé à gueuler sur le fait que tu es un ingrat, que tu as abandonné tout le monde. Le père de Lucas a dû le faire sortir. Les gens étaient mal à l'aise. Tout le monde connaît l'histoire maintenant. Ton cousin a demandé de tes nouvelles pendant son discours, a dit qu'il aurait aimé que tu sois là. Ta mère a commencé à pleurer. C'était brutal. Il s'effondre sans toi, mec. Eux tous. J'ai fermé l'email, n'ai pas répondu. Élise lisait sur le canapé. Je me suis assis près d'elle. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ouais, juste des trucs de famille. Ton ancienne famille? La seule que j'ai. Elle a posé son livre. Tu ne parles jamais d'eux. Pas grand-chose à dire. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN. Elle m'a étudié. Tu ne ressens vraiment rien? Même pas de la curiosité? Non. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien.
On vit tous avec. Elle a embrassé mon front. Et retourné à son livre. J'ai réalisé que j'avais dit ancienne famille comme s'il pouvait y en avoir une nouvelle un jour. La pensée ne m'a pas effrayé. Octobre. Ma psy et moi avons convenu de réduire les séances à tous les 2 mois. Vous êtes l'une de mes réussites, a-t-elle dit. Vous avez quitté la toxicité et construit quelque chose de sain. Cela demande une force que la plupart des gens n'ont pas. Ou de l'entêtement. De la force, a-t-elle répété. Ne le minimisez pas. J'ai quitté son bureau et conduit jusqu'à la bijouterie. Acheter une bague cet après-midi-là. Simple, élégante, le genre qu'Élise porterait vraiment. J'ai fait ma demande en novembre. Rien d'élaboré, juste nous en randonnée dans les Pyrénées surplombant la vallée. Je veux construire une vie avec toi, ai-je dit. La vraie sorte, pas la sorte spectacle. Elle a dit oui avant que j'aie fini de parler. Nous avons appelé sa famille ce soir-là. Ils étaient ravis. Sa mère a pleuré des larmes de joie. Son père a fait des blagues sur le fait de m'avoir enfin coincé. Après avoir raccroché, Élise m'a regardé. Tu veux le dire à ta famille? Je n'ai pas de famille à qui le dire. J'ai toi et ta famille maintenant. Elle m'a serré dans ses bras. N'a pas insisté. Planifier le mariage était facile. Petite cérémonie. Sa famille, mes collègues, quelques amis que je m'étais fait ici. Sa mère a demandé ma liste d'invités au dîner un soir. Juste quelques amis du travail. Pas de famille? Même pas tes parents pour les photos? Élise a serré ma main sous la table. Nous sommes brouillés, ai-je dit. De façon permanente. Le visage de sa mère s'est adouci. Je suis désolé. Je ne le suis pas. La conversation a continué. Ils n'ont pas rendu ça bizarre. J'ai apprécié ça. Décembre. 2 ans et des poussières depuis que j'étais parti. J'étais au travail quand mon avocate a appelé. Votre mère a trouvé dans quelle ville vous êtes. Pas votre adresse, mais elle sait que vous êtes à Toulouse. J'ai posé mon café. Comment? Réseaux sociaux. Quelqu'un que vous connaissez a posté quelque chose de vague. Elle appelle les entreprises, pose des questions. J'ai tout documenté. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a besoin de vous trouver. Que c'est urgent. Raison médicale. Mon père? Je ne sais pas. Ça pourrait être une manipulation. Ça l'est probablement. Que recommandez-vous? Les ordonnances de protection sont prêtes à être déposées si elle escalade. J'ai déjà envoyé des lettres de mise en demeure. Si elle continue de chercher, on en fait une affaire judiciaire. Faites-le. Cela rendra la réconciliation impossible. C'est déjà impossible. Elle ne le sait juste pas encore. Mon avocate est restée silencieuse un moment. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? J'ai entendu le changement dans votre voix. Ouais. Félicitations. Votre nouvelle famille vous mérite plus que l'ancienne. Merci. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau en pensant qu'il se rapprochait. Pas assez près pour que ça compte, mais plus près que je ne le voulais. Je pourrais déménager encore, changer de ville, rendre ça plus difficile, ou je pourrais rester. Leur faire comprendre que même savoir où j'étais ne les aiderait pas. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Élise. Est-ce que ça t'inquiète, a-t-elle demandé. Non, ils peuvent connaître la ville. Ils ne peuvent toujours pas m'atteindre. Je suis un fantôme. Bien. Elle est restée silencieuse un moment. Parce que je ne te partage pas avec des gens qui t'ont jeté. Tu n'auras pas à le faire. Elle m'a tiré contre elle. Ta mère te cherche. Ton frère s'est détruit lui-même. Ton père est malade et toi tu vas juste bien. Je vais plus que bien. Je suis heureux. Est-ce que ça me rend froid? J'ai fini. Peut-être, mais je préfère être froid et heureux que chaud et détruit. Elle m'a embrassé. Bon point. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai regardé l'écran. Indicatif de la région toulousaine. Élise l'a vu. Tu penses que c'est eux? Peut-être. Peut-être un appel de spam. Ça a sonné à nouveau. Même numéro.
Je l'ai envoyé vers la messagerie. Bloquez le numéro. Et s'ils se pointent, a demandé Élise doucement. Ils ne le feront pas. Ils n'ont pas d'adresse. Et s'ils l'avaient, quoi? Je l'ai regardé. Je fermerai la porte. Elle m'a cru parce que c'était vrai. Le téléphone a sonné à nouveau, un numéro inconnu différent. Je l'ai éteint. Allons au lit, ai-je dit. Nous y sommes allés. J'ai bien dormi. Quelque part dans un autre département, ma mère appelait tous les laboratoires de recherche de Toulouse, demandant si quelqu'un me connaissait. Elle découvrirait que je travaillais là éventuellement. Elle l'avait probablement déjà fait. Ça ne changerait rien. Je m'étais rendu inatteignable de toutes les manières qui comptaient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de numéros inconnus. Élise a vu mon visage. Ils intensifient. Laisse-les faire. Et s'ils viennent à ton travail? J'y ai réfléchi. Alors la sécurité les escortera dehors et je déposerai les plaintes pour harcèlement. Tu ne retourneras vraiment jamais en arrière. Jamais. Elle a cherché dans mon visage un doute. Un regret. N'a rien trouvé. D'accord, a-t-elle dit. Alors on planifie le mariage et on oublie qu'ils existent. Ça semble parfait. J'ai supprimé tous les messages vocaux sans les écouter. Peu importe ce qu'ils voulaient dire. Ils avaient eu 2 ans pour le dire. Le temps était écoulé. 3 ans. C'est le temps qu'il s'était écoulé quand j'ai épousé Élise. Petite cérémonie. Sa famille, mes collègues, des amis que je m'étais fait à Toulouse. 50 personnes au total. Tous ceux qui étaient là voulaient être là. Pas d'obligation, pas de spectacle, pas de chaise vide avec des explications. Nous nous sommes mariés dans un jardin botanique en avril. Élise portait une robe simple. Je portais un costume que j'aimais vraiment. Son père l'a accompagnée jusqu'à l'hôtel. Sa mère a pleuré le bon genre de larmes. Pendant les vœux, j'ai regardé sa famille au premier rang. Ils souriaient, authentiques. Ils m'avaient accueilli sans question. M'avaient traité comme si j'avais toujours été des leurs. C'était ce à quoi la famille était censée ressembler. La lune de miel a duré 2 semaines dans les Alpes. Montagne, calme. Nous avons randonné le jour et lu près du feu la nuit. Un soir, Élise regardait des photos sur son téléphone. Des photos du mariage. Elle m'en a montré une de nous coupant le gâteau. Tu as l'air heureux, a-t-elle dit. Je suis heureux. Il y a 3 ans, tu étais marié à quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, j'étais marié à une étrangère, vivant avec des étrangers, prétendant que c'était une famille. Elle a posé le téléphone. Est-ce que tu te poses parfois des questions sur eux? Non, même pas un peu. Parfois je me souviens qu'ils existent, mais c'est de la même manière que je me souviens que mon ancien appartement existe. Quelque chose qui était pertinent et ne l'est plus. Elle m'a embrassé. Bonne réponse. Nous sommes revenus à des nouvelles. Antoine avait envoyé un dernier email. J'arrête ces mises à jour. Tu t'en fiches clairement. Et honnêtement, je comprends maintenant, mais je pensais que tu devrais savoir. Tes parents ont déménagé. Plus petite ville, plus petite maison. La santé de ton père ne s'est jamais rétablie. Ta mère fait 20 ans de plus que son âge. Ton frère s'est marié avec Manon. Mariage de culpabilité. Je crois qu'ils ont divorcé 8 mois plus tard. Il travaille à temps partiel dans un magasin maintenant. Vit seul. Tout le truc de l'enfant prodige est fini. Manon élève la gamine surtout toute seule. Tes parents aident, mais c'est tendu. Elle sort avec des gens, mais rien ne tient. Les gens connaissent l'histoire. Ça la suit. La petite a 3 ans maintenant. Au cas où tu te demanderais, tu ne te demandes probablement pas, mais elle existe. C'est mon dernier email. Prends soin de toi. Je l'ai lu une fois, fermé, pas répondu. Élise a vu mon visage. Des nouvelles de la maison. Pas de la maison, juste des nouvelles. Mauvaises pour eux, pas pour moi. Elle n'a pas demandé de détails. C'est pour ça que ça marchait avec elle. Elle comprenait que certaines portes restent fermées. 6 mois après le mariage, Élise est tombée enceinte. On l'a dit à sa famille au dîner.
Sa mère a pleuré encore. Son père a fait des blagues sur la sécurisation de la maison pour le bébé. Sa sœur a commencé à planifier la fête prénatale. Ils ont demandé si nous l'avions dit à ma famille. On ne se parle pas, ai-je dit simplement. Jamais. Sa mère a demandé. Jamais? Elle a touché ma main. Leur perte. C'était la bonne chose à dire. J'ai été promu à nouveau. Niveau directeur maintenant, dirigeant plusieurs équipes de recherche. Le genre de poste dont j'avais seulement rêvé dans mon ancienne vie. L'ancienne vie où j'étais trop occupé à gérer les drames familiaux pour me concentrer sur ma carrière. Trop occupé à être le stable, le responsable, celui qui pouvait être sacrifié parce qu'il serait toujours là. Il s'avère que quand on coupe le bruit, on peut réellement construire quelque chose. Un soir, 8 mois après le début de la grossesse d'Élise, j'écrivais dans mon journal. Vieille habitude de thérapie. Je continuais encore. Les gens pensent que la vengeance doit être bruyante, conflictuelle, un grand discours où on leur dit exactement comment ils vous ont blessé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une conclusion pour eux. La vraie conséquence est plus simple. Vous arrêtez juste d'exister pour eux. Ils voulaient que je me batte, que j'argumente, que j'exige mieux. Se battre aurait signifié que je pensais encore qu'ils en valaient la peine. Je ne me suis pas battu. Je suis juste parti. Et cette absence, complète, permanente, implacable. C'est ça qui les a brisés. Ils vivent avec le bruit, la culpabilité, les décis, la recherche, l'espoir que je revienne. Je vis dans le calme. Nouvelle ville, nouvelle famille, nouvelle vie. Ils voulaient le pardon pour pouvoir passer à autre chose. Je suis passé à autre chose sans leur pardonner, sans penser à eux. C'est ça la différence. La vengeance n'est pas de les faire souffrir. C'est de les rendre insignifiants. J'ai fermé le journal, regardé autour de notre appartement, les photos d'échographie d'Élise sur le frigo, la photo de mariage au mur, sa famille venant dîner demain, mon collègue envoyant des SMS sur les plans du week-end. La vie était pleine, chaleureuse, réelle. Tout ce que j'avais quitté était en cendres. Tout ce que j'avais construit était solide. Élise est sortie de la chambre, la main sur son ventre. Ça va? Ouais. Je pensais juste à quel point tout est différent. Elle s'est assise près de moi. Tu te demandes parfois si tu as fait le bon choix. J'ai regardé vers elle, vers la vie que nous avions construite, vers le futur que nous créions. Chaque jour, ai-je dit. Et chaque jour, je sais que je l'ai fait. Elle a souri, m'a embrassé. Bien, parce que je te garde. Marché conclu. Nous sommes restés assis là dans un silence confortable. Le genre qu'on n'a qu'avec des gens qui vous connaissent vraiment. Dehors, la ville continuait sa nuit. Les gens vivaient leur vie, faisaient leurs choix, construisaient leur monde. J'avais construit le mien, et c'était suffisant. Quelque part, 3 départements plus loin, dans une maison qui était trop petite et trop silencieuse, une femme a pris son téléphone. Elle a composé un numéro qu'elle avait mémorisé il y a des années. Le numéro qui était celui de son fils. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Si vous pensez avoir joint ce message par erreur. Elle avait entendu ce message des centaines de fois, peut-être des milliers. Elle a raccroché, a fixé le téléphone. Dans une autre pièce, son mari prenait ses médicaments du soir. Leur fils restant n'avait pas appelé depuis des semaines. Leur petite fille dormait à l'étage, sa mère épuisée dans la chambre d'amis qui était devenue permanente. La femme a regardé de vieilles photos, des cartes de Noël d'il y a des années, une famille qui existait autrefois. Elle s'est demandé pour la 1000e fois où il était, s'il allait bien, s'il pensait jamais à eux. Elle ne le saurait jamais. De retour à Toulouse, j'ai éteint les lumières. Je suis allé au lit avec ma femme. Je me suis endormi en pensant à demain, au rendez-vous pour l'échographie, à la couleur pour peindre la chambre du bébé. Pas à eux. Jamais à eux. J'avais gagné non pas en les détruisant. Ils avaient fait ça eux-mêmes. J'avais gagné en construisant quelque chose de mieux et en vivant dedans paisiblement, complètement sans eux.